Salut à toi, petit Cephalotus follicularis d'Australie. Tu aimerais découvrir le monde mystérieux des plantes carnivores? Ces végétaux t'intriguent? Tu aimes les plantes et plus particulièrement les plantes carnivores? Tu as une petite collection et tu aimerais voir ce qui est un véritable producteur et collectionneur de plantes carnivores? Tu es bien tombé car je reviens d'un super voyage en Allemagne avec Mathias de l'entreprise Green Chance. Ce nom te dit quelque chose? Si tu es présent sur les réseaux sociaux, tu as sûrement déjà entendu parler de lui car c'est l'un des plus gros producteurs européens de plantes carnivores. Il propose beaucoup de contenu sur une super chaîne YouTube et il a également un super compte Instagram. C'est en partie pour ça que j'ai eu l'opportunité d'aller à sa rencontre puisqu'on partage la même passion et qu'on a tous les deux décidé de la partager sur YouTube. Je te laisse donc avec cette petite vidéo car j'ai décidé de t'emmener avec moi faire le tour des serres de Mathias. Tu es débutant dans les plantes carnivores? Pas de soucis, dans cette vidéo je prends le temps de parler de chaque plante, processus de piégeage et conditions de culture. Enjoy, excellente vidéo! Commençons les tours des serres de Mathias avec la plante carnivore emblématique, la fameuse Dionée muscipula. Donc comme vous le voyez, Mathias a une magnifique collection de celle-ci. Alors c'est une plante qui est originaire de l'Amérique, aux États-Unis principalement, Caroline du Nord et également Caroline du Sud. Alors pour cette plante, elle capture les insectes à l'aide de ses mâchoires. C'est-à-dire qu'elle a 3 petits poils sensitifs de chaque côté de sa mâchoire. Lorsque l'insecte en stimule au moins un de chaque côté, eh bien le piège se referme en moins d'une seconde sur celui-ci. Une fois que la plante a détecté au bout de quelques heures que l'insecte a été bien pris au piège, celle-ci va donc libérer des enzymes digestifs afin qu'elle puisse se nourrir de l'insecte. Si vous souhaitez commencer à cultiver les plantes carnivores, à commencer à avoir une petite collection, je vous la conseille puisque c'est une plante très facile de culture. Il lui faut simplement de l'eau, comme vous le voyez là dans les bacs, il y a constamment de l'eau toute l'année sauf en hiver où il faut juste maintenir la terre humide. Exposition plein soleil, c'est une plante qui résiste à des petites gelées aux alentours de -5, -6. Donc à partir du moment où vous la rempotez dans un gros pot avec d'autres plantes carnivores potentiellement ou d'autres plantes de tourbière, vous pouvez la laisser dehors toute l'année. Comme vous le voyez, il en existe différentes couleurs, différentes formes, tout simplement parce qu'il existe différents cultivars de ces plantes-là, ce qui fait qu'on a une variété vachement impressionnante avec de gros pièges qui peuvent atteindre 5 voire 6 cm au maximum et les plus petits pièges, quand la plante est adulte, vont faire entre 1 et 2 cm. Le substrat à utiliser pour cette plante-là, il faut utiliser principalement de la tourbe blonde avec de la perlite également, histoire d'alléger un petit peu le mélange. Cette plante fascinera petit et grand. Moi, c'est la première plante carnivore que je me suis achetée. Malheureusement, pour la première fois que j'ai décidé de la cultiver, elle est morte. Tout simplement parce que je l'ai arrosée avec de l'eau du robinet. Dans l'eau du robinet, vous avez des minéraux, ce qui n'est vraiment pas bon pour la plante, puisque les plantes carnivores sont devenues carnivores avec le temps pour s'adapter à leur milieu hostile, les tourbières, où il n'y a pas de nutriments dans leur eau d'arrosage. Et il n'y a pas également de minéraux dans la tourbe, le substrat dans lequel elles vivent. Une autre plante carnivore très connue, la fameuse Sarracenia, qui est elle originaire également de Caroline du Nord aux États-Unis, qui elle capture les insectes à l'aide de ses urnes, c'est-à-dire qu'elle forme de sortes de longs tubes allant jusqu'à 1 mètre environ. Vous en avez également des espèces un petit peu plus basses qui vont faire 15 à 20 cm de haut maximum, mais globalement ce sont des plantes qui atteignent les 60-70 cm assez facilement lorsqu'elles sont placées dans des pots suffisamment gros. Il est
existe différentes espèces de Sarracenia. Vous avez du Sarracenia flava, comme vous avez là, sur les images. Là, en blanc, ce sont des Sarracenia leucophila avec, différentes variétés puisque vous avez différentes formes, différentes tailles avec des coloris un petit peu plus rougeâtres, d'autres beaucoup plus blancs. Alors pour celle-ci, comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'elle se nourrit? Comment est-ce qu'elle capture les insectes? Alors elle utilise ces urnes qui sont des pièges passifs, c'est-à-dire que contrairement à la dionée, vous avez aucun mouvement des tubes de Sarracenia, donc le petit capuchon qu'il y a au-dessus ne se referme pas, il ne bouge pas. Alors vous avez deux types de parois, c'est-à-dire que au niveau du capuchon, là, ici où il y a mes doigts, la plupart des Sarracenia sont couverts de petits poils. Et à l'intérieur, la paroi va être glissante, c'est-à-dire que lorsque l'insecte va vouloir prélever le nectar à la période printanière qui est autour ici au niveau de la collerette, quand il va venir prélever le nectar, la plupart du temps, il va glisser au fond de l'urne avec la paroi qui est glissante et impossible pour lui de remonter par la suite étant donné qu'il est impossible de s'accrocher à une paroi glissante. Alors comme vous pouvez le voir sur les images, Mathias est absolument amoureux des Sarracenia leucophila. Regardez un petit peu la magnifique collection qu'il a. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez de temps en temps des Sarracenia un petit peu plus rougeâtres, un peu plus rosés comme celle-ci. Tout simplement car il existe une quantité assez importante de variétés différentes de leucophila. Du coup, lorsque l'insecte est au fond de l'urne, il va essayer de se débattre avec ses ailes parce que la plupart du temps, effectivement, ce sont des petites mouches, des petits insectes volants. Il va essayer de se débattre et la plupart du temps, il va mourir d'épuisement. Impossible pour lui donc de ressortir de l'urne. La Sarracenia, tout comme la dionée, va comprendre que l'insecte est au fond, elle va libérer des enzymes digestifs et au moins comme ça la plante pourra se nourrir. Comme vous pouvez le voir, le petit souci de cette plante là, c'est que ce sont de véritables gloutons. Comme vous le voyez, la lurne est marron, tout simplement parce qu'elle a consommé beaucoup trop d'insectes. Tout comme nous, les plantes font des indigestions, donc c'est comme ça que la plante manifeste son indigestion avec des urnes qui deviennent un petit peu marron comme ça, qui sèchent, tout simplement parce que la plante n'est pas en capacité de digérer suffisamment rapidement les insectes qui eux s'accumulent au fur et à mesure que la plante les capture. Lorsque c'est comme ça, vous avez simplement à tailler les urnes, histoire que la plante puisse conserver son énergie dans le bourgeon pour fournir de nouvelles urnes. Tout comme la dionée, pour les Sarracenia, je vais vous conseiller de les placer dans des gros pots, puisque ce sont des plantes qui peuvent se diviser assez rapidement. Vous pouvez obtenir assez rapidement de grosses potées. Moi, j'ai décidé certaines de mes Sarracenia de les placer dans une grosse poubelle, ce qui fait que ça fait une sorte de tourbière un petit peu artificielle et où les plantes peuvent s'épanouir. Le système d'arrosage, c'est de la même façon. Vous le voyez, elles sont dans des bacs remplis d'eau, sauf en hiver où il faut enlever l'eau, juste maintenir le substrat humide. Ce qui est super important, c'est de les placer en plein soleil pour que les plantes aient leur meilleure couleur, parce que lorsque vous placez une Sarracenia mi-ombre ou à l'ombre, elle va garder des urnes très très vertes, alors que si vous la placez au soleil, elle obtiendra ses meilleures couleurs avec la plupart du temps des veines assez rougeâtres. Alors vous allez me dire, toutes celles-ci, elles sont toutes vertes. Pourquoi? C'est parce qu'elles ne sont pas placées en plein soleil? Non, elles sont bien placées en plein soleil. C'est juste que c'est du Sarracenia flava. Ce sont des variétés qui ne deviennent pas rouges. Donc au final, peu importe où vous les placez, elles resteront vertes. Par contre, si je prends l'exemple de ce Sarracenia flava ornata, vous voyez bien les veines rouges sur le capuchon. Si vous ne la placez pas en plein soleil, vous n'aurez pas ce genre de résultat. Un autre genre de plantes carnivores que j'affectionne énormément, ce sont les Drosera. Les Drosera, vous pouvez les trouver un petit peu partout dans le monde, principalement quand même dans l'hémisphère sud. Vous en avez en Australie, vous en avez également en Afrique du Sud. Vous pouvez même également en trouver en Europe et même en France. Dans les tourbières françaises, vous pouvez trouver l'espèce Rotundifolia, Intermedia et Anglica. Les Drosera capturent les insectes à l'aide du mucillage présent sur les feuilles. Comme vous le voyez, voilà. En fait, ça fait une sorte de glu. Donc en fait, lorsque l'insecte vient se poser sur le feuillage, très difficile pour lui d'en ressortir puisque les feuilles sont très collantes.
Comme vous le voyez ici sur les images, au bout de quelques minutes, la feuille s'enroule autour de l'insecte, histoire d'être sûr que l'insecte ne parte pas, ne s'échappe pas. Au moins comme ça, la plante est sûre de bien le conserver pour pouvoir par la suite le digérer une fois de plus avec des enzymes digestives libérées après quelques minutes. Difficile de vous parler de la culture des Drosera puisque elles proviennent de différents milieux comme vous l'avez bien compris. Donc au final, vous avez des Drosera tropicaux, vous avez des Drosera tempérés, vous avez des Drosera du complexe Petiolaris. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, sachez quand même que la plupart, comme notamment le Drosera capensis que vous avez là, juste sous l'image, l'une des plantes carnivores les plus faciles à cultiver. Si vous débutez dans les plantes carnivores, c'est une plante que je vous conseille parce que en partie elle fleurit assez facilement, vous pouvez donc récolter les graines, ressemer très facilement la plante et en obtenir beaucoup plus. Sachez quand même que la plupart des Drosera se cultivent de la même manière que toutes les autres dont j'ai pu vous parler déjà, comme les Dionnées et les Sarracenia, donc avec de l'eau donc dans une coupelle. Donc la plante doit constamment baigner dans l'eau, plein soleil. Pour les arroser comme toutes les autres, il est important de laisser le pot baigné dans de l'eau déminéralisée, donc sans minéraux, avec vous pouvez utiliser de l'eau de pluie, elle est en abondance et pas du tout chère, donc vous pouvez juste placer une bassine en extérieur, récupérer l'eau pour arroser vos plantes. Les Drosera résistent à de faibles gelées, donc moi je vous conseille, comme les Dionnées et les Sarracenia, de les placer dans un très gros pot, au moins comme ça vous ne serez pas embêté par le fait qu'elles puissent potentiellement geler. Passons maintenant sur les Cephalotus. Les Cephalotus capturent les insectes à l'aide de leurs urnes, tout comme les Sarracenia, les Darlingtonia, les Elianthora, les Nepenthes, etc. Ce sont des plantes qui sont originaires d'Australie, que vous pouvez donc trouver dans la nature en Australie. Alors, si vous débutez dans les plantes carnivores, ce n'est pas une plante carnivore que je vais vous conseiller d'acheter en premier lieu. Je conseille plutôt de vous familiariser avec les Sarracenia, les Drosera ainsi que les Dionnées avant de vous attaquer à ces plantes-là, un petit peu plus capricieuses, pas forcément très facile de culture, mais en soi, lorsqu'on est quand même amateur chevronné dans le domaine, dans la culture des plantes carnivores, vous pouvez assez facilement vous essayer à la culture de celle-ci. Ce sont des plantes qui capturent principalement des fourmis car comme vous le voyez, ce sont des petites urnes qui font 4 à 5 cm. Alors vous avez par contre des variétés beaucoup plus grosses comme celle-ci, la Giant, qui va vous faire des urnes de 7 à 8 cm et qui donc capturera des insectes beaucoup plus gros. Mais globalement, la plante capture la plupart du temps des petites fourmis. Comme toutes les autres plantes carnivores, je vais vous conseiller de les placer en plein soleil. Toujours une fois de plus, avec le pied qui baigne dans l'eau, la plante se plaira très bien. Celle-ci ne résiste pas à de grosses gelées, juste aux alentours de -1, -2, donc vraiment de très faibles gelées. Si vous en avez une et que vous avez peur qu'elle gèle, je vous conseille de placer du plastique bulle autour du pot à l'approche de l'hiver, en octobre-novembre. Ce sont des plantes que je trouve fascinantes, leur couleur est vraiment magnifique. Vous avez des petites, au niveau de la bouche, là vous avez des sortes de petites dents qui sont orientées vers l'intérieur. Moi c'est une plante que j'ai essayé, que j'ai testé assez rapidement, malgré le fait que je ne maîtrisais pas encore très bien les plantes carnivores. J'ai eu la chance qu'elles se plaisent très bien chez moi, donc tant mieux. Passons maintenant sur les Darlingtonia. Le Darlingtonia californica est une plante originaire, comme son nom l'indique, de Californie. Vous pouvez donc la trouver aux États-Unis. Plante pas forcément très facile de culture, mais qui est absolument magnifique. Comme vous le voyez, la feuille se compose d'un globe. Enfin, j'appelle ça un globe, mais ça va être l'urne de la plante, où vous avez un orifice juste sous la langue où l'insecte rentre. Ensuite, il est capturé donc à l'intérieur. Impossible pour lui de ressortir. Et c'est pour ça qu'on l'appelle plante cobra, car comme vous le voyez, ça ressemble un petit peu à une langue de serpent. Si vous débutez dans les plantes carnivores, c'est donc une plante que je ne vous conseillerais pas forcément. Mais bon, vous pouvez quand même tenter l'expérience. Acheter, je le conseille, plutôt une plante assez adulte parce que lorsque vous achetez une jeune plante et qu'on vous l'envoie par exemple par la poste, elle a du mal à résister au transport et donc difficile après de la faire survivre.
Finissons notre petit tour des serres de Mathias avant la petite interview par le genre Roridula. Donc le Roridula gorgonias n'est pas vraiment une plante carnivore. Pourquoi est-ce que ce n'est pas vraiment une plante carnivore? Tout comme les Drosera, elle capture les insectes à l'aide de la glu qui est présente sur les feuilles. Comme vous le voyez, il y a énormément là de mouches qui sont présentes. Cette plante fonctionne en symbiose avec une punaise, la punaise du Roridula, qui elle, lorsque la plante a capturé l'insecte et l'a englué, va venir manger l'insecte. Lorsque la punaise mange l'insecte, elle va faire ses excréments et la plante se nourra par la suite des excréments de celui-ci. C'est une plante qui est originaire d'Afrique du Sud, pas forcément facile de culture. J'en avais acheté 2, malheureusement j'ai réussi à les tenir 1 an et demi, elles sont aujourd'hui mortes. Donc à voir pour en racheter une par la suite. Mais voilà, moi c'est pas une plante que je vais forcément vous conseiller. En plus de ça, elle n'est pas vraiment carnivore, mais par contre, moi je la trouve vraiment fascinante à observer. Ce sont de très belles plantes qui peuvent même atteindre jusqu'à 1 mètre de haut à peu près. Là comme vous le voyez, celle-ci, la grande, elle doit faire environ 70-80 cm avec en plus de ça au bout une magnifique même floraison. J'espère que ce petit tour des serres vous a plu. Place maintenant à l'interview. Hi Leute, hier ist der Matze. No, in English please, I know. Just my introduction from my videos on YouTube, maybe you know them. So, bonjour tout le monde, je m'appelle Matthias, but my friends call me Matze, and you too. Yeah. So all the people call me Matze, it's just easy, it's my nickname. I'm 32 years old, I live here in Ludwigsburg for all my life now, and I started my nursery in 2012, so it's about 9 years ago that I do it a full-time job, and before it was just a hobby, but for more than 25 years already. So it's a long time that I grow carnivorous plants now. So now for the second question, where did your passion come from? Good question. So as I told you, I grow carnivorous plants for more than 25 years now, and it started all when I was 8 years old and I bought a fly trap in the garden center, but it was not so successful, so this plant, it died after a few weeks. You can imagine it happens to everyone. Then I bought a second one, a third one, and they always die, and I don't know why. And a few years later, I remember, there was this interesting plant. I bought it again, and then I went to the library to get a book, and I read how it works and how you can grow them. Yeah. And then you see, full sun, a lot of water, rainwater, these 3 things are so important. Yeah. And then it works well, and then I was so fascinated that it works, and I want more of it, and more, and then it all started on my balcony at home, and then in the garden, and in the garden of my grandma I can build up a greenhouse, a small greenhouse, and so it grows up, and I'm still fascinated by these plants. For the third question, it's your principal activity or you have another job? The plants is my main business, so Green Jaws is my main company, but it's a seasonal work. So it starts in March, April with selling plants, and then it goes to the end of October, and this is the period you can sell the plants, because in winter no one wants to buy plants. But I have some costs in winter also, I need money also in winter, so I have a second business just for winter when I work on the Christmas market here in Ludwigsburg. And I have a food stand with churros, maybe you know churros, and Glühbier, so it's a hot beer, and it's very delicious. And this is my winter business then, but just 4 weeks for winter time. Did you work alone or did you have employees? So I don't have employees, so I work alone. But now for a few months I have a friend, and he helped me with the administration in the web shop, in the website. But here in the greenhouse I do everything alone. Quite a lot of work. What's your favorite plant and why? So my favorite plant is Nepenthes villosa. So actually it's very hard to have a favorite plant because I like so many plants. Also Leucophylla is one of my favorite plants, but if I have to pick just one plant, I would say it's Nepenthes villosa. And this is a story. So when I was a kid, I always wanted to go to Borneo. It was my dream to see Nepenthes in the wild, and the most spectacular Nepenthes are grown in Borneo. So it
was in 2010 when I was the first time in Borneo, and I climbed up on Mount Kinabalu, so the special mountain, 4,095 meters high. And Nepenthes tentaculata was the first Nepenthes I ever see in the wild, and Nepenthes villosa was the second one. And I was so fascinated by this plant. It looks so nice, and with the peristome and the teeth and everything, it looks so nice. It's so beautiful. And since that, Nepenthes villosa became my favorite plant. Okay. If you had a plant to present to the world, which one would it be? It's a good question and hard to find an answer for me, because there are so many nice plants you can present to the world. And so I think the Venus flytrap is well known, and everyone knows Venus flytrap, so I think it's no need to present this plant to the world. But maybe I would present more, I will go for Sarracenia leucophylla, because this is one of my favorite plants, and people really love this plant because of the white color, white shape, and very tall pictures. So I think I would present Sarracenia leucophylla. Now that you live one your patient, do you have one or more other goals? Yeah, of course. So I just moved into this greenhouse last year. So I'm in this greenhouse here for 1 year now, but it's not my own. I just rent this greenhouse here. So, but for the future, I want to buy a own house, like a farm, an old farm with a big land around, and I can build up a big nursery there. I want to make like a park full with carnivorous plants, so like a carnivorous park. And yeah, that's my dream for the future, and I'm very work on it, and let's see how long it will take. Do you know how much you produce and sell in 1 year? Hard question. So let me calculate a little bit. So, but I think I produce about 5,000 plants a year. It's difficult to guess the exact number, but I think if you saw some Drosera seeds, you know, you get hundreds of it. Sarracenia. So, well, I know about the Sarracenia flava I produce in spring. This year, it was just with the flava, was about more than 1,000 plants, just only flava. So in total, I think it's 5,000-6,000 plants I produce in 1 year. I don't sell them all, but yeah, I think 2/3 of it I will sell a year. So yeah, it's hard work. Can we buy carnivorous plants? If yes, where? So, well, the main thing is you can buy carnivorous plants on my website. greenjaws.com is my website. There I have a big web shop, and all the plants I can sell are in the web shop, so you can make your order through the web shop. And I also go on garden markets. The full list is also on my website, so just check it out on my website. There's always the full list on the flower shows and garden markets where I am, but I'm also on the carnivorous plants shows like EEE. For example, next year is in Belgium. I will be there, or for the German meetings, also a general meeting. And I also go to Italy. Also every year I'm in Italy on the general meeting in Italy. So I travel a lot also to the plant shows and special shows for carnivorous plant, and there you can buy, and on my website. And How many invested in your business? Wow. So as I start early to buy plants, and I really started to collect plants in 2013, when I was the first time in England at Mike King, and I saw his collection, and it was so awesome, and I can't believe it. It's like heaven there at Mike's. And that was the time when I say, okay, I want also a big collection like this. And I started to buy the plants, and I focus mainly on Sarracenia and flytraps, and then I start my own breeding program for flytraps also, because I was so fascinated by it. But yeah, so this was the time when I really started to buy a lot of plants, and my collection grows up. And I think I invest
more than 100,000 euro in total for plants, but also for tables here in the greenhouse, for the equipment around and everything around. Also when I go to the markets, I need a lot of equipment, which is very expensive. So I think in total it's maybe around 100,000 euro, so quite a lot. Okay. But you know, other people, they buy cars like Porsche, but I prefer to buy plants. Yeah, me too. As good German, beer or plants? Well, plants. Plants. Yeah, so I'm German, yes, but I don't drink so much beer. So I prefer, I prefer wine. So it's easy for me to decide between beer and plants, and I would take the plants for sure. And to finish, a funny anecdote about the plants you grow. Oh, okay. I have to think about it. So, about the plants I grow. Well, there was one funny thing. It's not about the plants I grow, but about the plants in general. So it was last year on Sumatra, and I went up a mountain to see some Nepenthes, and we walked for many hours, and it was raining a lot, and it was no fun to walk up. And then we arrived at the Nepenthes, and it was an active volcano, so it was active on the top. And we arrived at the Nepenthes, and we say, okay, 1 hour more. So we have time, 1 hour more, but it's to go up to the crater to see the volcano. And we say, we don't. Yeah, we want to see, but it's not fun to go up. And we walk and walk and walk, and then when we arrive on top, there were a group of many girls. And we said, oh, a lot of young girls here, what happens here? Well, it's like heaven here on top. And I think this was a funny story then, because it was a very bad day, only rain, and we have no fun to walk up. And then we arrive at the top, there was a group of young girls. That was a nice pleasure then, and in total, or in the end, it was a funny story for us, and we are very happy to go to the top to meet the girls. So, merci du coup à Mathias d'avoir répondu à toutes ces questions. Les questions que je vous avais demandé de poser sur mon compte Instagram. Du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas, merci à toi Mathias, merci beaucoup pour cette petite interview. Merci de m'avoir également accueilli dans tes serres. Donc voilà, je tenais à te remercier. Merci. Yeah, you're welcome. Thank you. En espérant que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris beaucoup de choses à propos des plantes carnivores. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Également, si vous avez une anecdote, quelque chose qui vous a plu à propos de la vidéo, une plante que vous avez découverte, etc. N'hésitez pas à me partager votre expérience. Vous pouvez également vous abonner pour suivre mes aventures. Sachez qu'il y a du contenu de bien meilleure qualité qui arrive sur ma chaîne. Alors vous pouvez vous abonner. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.